Deuxième capsule de cours sur l'analyse spectrale. Cette fois-ci, on va parler de spectres très différents des UV et de visibles. On va parler des spectres infrarouges, IR, et RMN, résonance magnétique du noyau. Alors, les spectres infrarouges ressemblent aux spectres UV et visibles. Alors, on n'est pas en absorbance, mais en général, on est en transmission ou en transmittance. 100% de transmittance, autrement dit 1 correspond à une lumière infrarouge qui va traverser la solution et que la molécule ou l'espèce chimique n'absorbe pas. Lorsqu'on absorbe, on a un pic qui est dirigé vers le bas. Donc on voit ici un certain nombre de pics qui correspondent à l'absorbance dans l'infrarouge. Globalement, en deçà de ces 1500 qui sont ici, qu'on appelle le nombre d'ondes. Alors ce nombre d'ondes, c'est l'inverse de la longueur d'onde, et qu'on exprime souvent en centimètres-1. Eh bien, en dessous d'un nombre d'ondes de 1500, en général, les pics ne sont pas forcément facilement exploitables. Par contre, au-delà de 1500, eh bien, ces pics sont caractéristiques de groupements fonctionnels de la molécule. Donc, la position de ces pics va nous permettre de découvrir quelles sont les fonctions que porte la molécule. Alors, petit exercice tout de suite. Montrer que le nombre d'ondes du pic de la diapo précédente, où on avait à peu près 3000 cm-1, correspond bien à une radiation dans les infrarouges. On vous rappelle que les infrarouges, c'est la lumière dont la longueur d'onde est plus grande que 800 nanomètres, qui correspond au rouge. Vous pouvez répondre à cette question, mettre sur pause. Mais le nombre d'ondes, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, c'est l'inverse du nombre d'ondes. Le nombre d'ondes, il vaut 3000 cm-1. Il faut faire la conversion, bien sûr, pour passer en mètres. Alors 1 cm, c'est 10 puissance moins 2 mètres. Donc 1 cm-1, c'est 10 puissance 2 mètres-1. L'inverse de 10 puissance moins 2 mètres. Je remplace le centimètre-1 par 10 puissance 2 mètres-1. On obtient un nombre d'ondes de 3 10 puissance 5 mètres-1. Et donc une longueur d'onde qui vaut l'inverse, qui vaut à peu près donc 3 10 puissance moins 6 mètres. 3 10 puissance moins 6 mètres, c'est bien supérieur à 800 nanomètres, 8 10 puissance moins 7 mètres, donc il s'agit bien d'infrarouge. Revenons sur ce spectre. Donc on a des pics qui apparaissent, des pics d'absorption, dirigés ici vers le bas, et on voit qu'ils ont des intensités plus ou moins importantes. Ici c'est un pic d'intensité relativement moyenne, et ici c'est un pic d'intensité très forte. Eh bien, chacun de ces pics, qu'on peut reconnaître à son intensité et au nombre d'ondes auquel il apparaît, est caractéristique d'un groupe fonctionnel. Alors voilà l'exemple de tableau qui nous permet d'interpréter le spectre infrarouge. On a ici les nombres d'ondes correspondant aux pics et on a ici les fonctions ou les familles correspondantes. Nous, on a trouvé deux pics. On a trouvé un pic aux alentours de 3000 et un pic aux alentours de 1600, 1700, 1650. Eh bien 1650, 1700, ça correspond à un pic qui nous signale que dans la molécule il y a un alcène, donc il y a une double liaison carbone-carbone. Et puis ce pic très important vers 3000, finalement il n'est pas très significatif parce que c'est la trace d'un alcale et d'un alcène en général, donc de liaison CH. Et ça apporte pas beaucoup de connaissances supplémentaires sur la molécule. Ce qui est intéressant dans ce spectre, donc, c'est ce pic qui nous signale la présence d'une liaison carbone-carbone. Le spectre infrarouge est sensible aussi à une liaison qu'on a déjà rencontrée l'année dernière qui s'appelle la liaison hydrogène ou le pont hydrogène. Vous vous souvenez que les atomes d'hydrogène sont électropositifs, les atomes d'oxygène sont électronégatifs. Eh bien, entre les atomes d'oxygène et les atomes d'hydrogène, on a des liaisons, des ponts qui vont se faire une attraction électromagnétique qui est représentée ici par les pointillés. Eh bien, en spectroscopie infrarouge, on a une sensibilité à ces liaisons. Par exemple, eh bien, lorsqu'on s'intéresse à la liaison OH, du groupe OH par exemple, de la fonction alcool, on a deux situations différentes. Soit cette liaison est libre, soit on a des liaisons hydrogènes.
Alors c'est libre par exemple quand on est dans un solvant organique, et on a des liaisons hydrogènes par exemple quand on est en solution aqueuse. Et bien dans ce cas, on a des pics qui ne se forment pas exactement au même endroit. Le nombre d'ondes est légèrement différent, ce qui permet de reconnaître la présence ou pas de ponts hydrogènes. Alors bien entendu, on ne va pas pouvoir traiter les spectres infrarouges sans se souvenir de la nomenclature des espèces chimiques. Et de cette nomenclature, on se souvient en première S qu'on a parmi les alcanes, donc ce sont les hydrocarbures saturés, le plus simple qui est le méthane avec un carbone, puis l'éthane, le propane, le butane et le pentane. Et puis on se souvient qu'on peut aussi avoir l'hexane, 6 carbones, l'heptane, 7, l'octane, le cyclohexane avec ses 6 carbones qui forment un cycle, et puis on peut aussi avoir des chaînes ramifiées, par exemple celle-ci. La chaîne la plus longue, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones, eh bien c'est un hexane, et sur le carbone numéro 1, 2, on a un groupe qui ressemble au méthane, qui est le groupe méthyle, donc ça c'est le méthyle 2 hexane. Et on s'arrange toujours pour que la numérotation des atomes de carbone conduise à l'indice le plus petit. Ici on a une autre représentation qui est une représentation topologique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones, c'est un heptane. Et sur le carbone 1, 2, 3, on a 1, 2 carbones, c'est un groupe éthyle. Eh bien c'est l'éthyle 3 heptane. Ici ce n'est plus un alcane, c'est un alcène, on a une double liaison. 1, 2, 3 carbones, c'est une base propane, sur lequel on a une double liaison, c'est donc un propène. Ici, de la même façon, on a 1, 2, 3, 4, donc c'est un butane, sur lequel on a une double liaison sur le carbone numéro 2, c'est donc un but 2N. Celui-ci est aussi un but 2N. Il y a une différence entre ces deux molécules, c'est qu'ici les CH3 sont du même côté, alors qu'ici le groupe CH3 est d'un côté puis de l'autre. On peut remarquer qu'ici ça ressemble vaguement à un E, qu'ici ça ressemble vaguement à un Z. Eh bien si ça ressemble vaguement à un E, c'est un Z but de N. Et si ça ressemble vaguement à un Z, c'est un E but de N. Ici une autre molécule classique extrêmement répandue en chimie organique, ce qu'on appelle le benzène, une alternance de double et de simple liaison. Et bien entendu, il faut aussi s'intéresser aux fonctions et leurs groupes caractéristiques. On se souvient de notre programme de première avec le groupe COH, le groupe hydroxyle, qui désigne la fonction alcool. Ça, on va l'oublier, on n'en a pas besoin en terminale. Ça, c'est la fonction aldéhyde. On a un carbone, une double liaison avec un oxygène, un hydrogène. Ce carbone est en position terminale. Le groupe carbonyle est en position terminale, c'est la fonction aldéhyde. On a le même groupe, mais qui cette fois-ci n'est plus en position terminale. Le carbone qui porte la double liaison est coincé entre deux autres carbones. Cette fois-ci, c'est la fonction cétone. On a ici le groupe carboxyle, C double liaison OOH, qui regroupe un groupe carbonyle et un groupe hydroxyle. Et là, on a ce qu'on appelle la fonction acide carboxylique. Et une fonction qu'on n'a pas dû rencontrer en première S, qui s'appelle la fonction ester. C'est en fait un groupe carboxyle sur lequel l'hydrogène a été remplacé par un autre carbone ou une autre chaîne de carbone. Et puis on a deux fonctions qui font intervenir l'azote. Un azote avec ces trois liaisons, par exemple ici, trois radicaux, ça c'est ce qu'on appelle une amine, c'est la fonction amine. Lorsqu'on a un carbone double liaison avec un azote, ça s'appelle la fonction amide. Alors on va parler de la nomenclature de ces différents groupes fonctionnels. Deux carbones sur cette molécule, la base c'est donc un éthane, sur lequel on reconnaît le groupe alcool, COH. C'est donc un éthanol.
Il n'y a pas besoin de préciser la position de cette fonction puisqu'il n'y a pas d'équivoque possible. C'est un alcool primaire. Le carbone qui porte la fonction alcool porte aussi deux autres hydrogènes et un seul carbone derrière. Cette molécule, 1, 2, 3, 4 carbones, a une base butane sur lequel on reconnaît la fonction alcool sur le carbone numéro 1 et 2. Donc c'est le butane 2-ol. Cette fois-ci c'est un alcool secondaire parce que le carbone qui porte le groupe alcool est lié à deux autres carbones et porte un hydrogène. On reconnaît à nouveau la fonction alcool, cette fois-ci sur une base de 3 carbones plus un groupe méthyle, c'est le méthyle 2-propane, qui porte la fonction alcool sur le carbone 2, c'est donc le méthyle 2-propane 2-ol. Et cette fois-ci, on a un alcool qu'on appelle tertiaire, le carbone qui porte la fonction alcool est lui-même lié à 3 autres carbones. Ici, on a le C double liaison O H, le groupe carbonyl en position terminale, c'est donc un aldéhyde. 1, 2, 3, 4, butane, aldéhyde, c'est un butanal. Ici, on a au contraire le groupe carbonyl porté par un butane, mais sur un carbone numéro 2, donc il n'est pas terminal, donc c'est une fonction cétone. Et ici, c'est ce qu'on appelle la butane-on. Là non plus, on ne précise pas la position de cette fonction on, parce qu'il n'y a pas d'équivoque possible. Ici, par contre, on a la fonction butane-on, la fonction cétone. Alors c'est pas un butane, on a la fonction cétone qui est portée par 1, 2, 3, 4, 5 carbones, donc c'est un pentane, et c'est le carbone numéro 2 qui porte la fonction cétone. C'est donc un pentane 2-on. Si c'était ce carbone-là qui avait porté la fonction, ça aurait été le pentane 3-on. Ici, avec ce modèle moléculaire, on reconnaît le groupe COOH, le groupe carboxyle. C'est un acide carboxylique, 2 carbones, c'est l'acide éthanoïque. Éthane de carbone oïque, c'est le nom de cet acide. Ici, on reconnaît exactement la même molécule, CH3, COO-. Seulement, au lieu d'avoir ici l'hydrogène porté par l'oxygène qui se trouve ici, l'hydrogène a disparu et on a une charge négative. C'est donc un ion. C'est l'ion éthanoate, on appelle ça un ion carboxylate. L'ion éthanoate, c'est l'acide éthanoïque auquel on a retiré un atome d'hydrogène, en fait un ion H+. 1, 2, 3, 4, c'est une base butane. On reconnaît COOH, c'est un acide carboxylique, c'est l'acide butanoïque. 1, 2, 3, c'est un propane. Si c'était OH, ce serait l'acide propanoïque, mais comme on a perdu un H+, c'est l'ion propanoate. Quelques molécules qui portent un atome d'azote. Ici, on reconnaît NH3, l'ammoniac. Le gaz, lorsque cet ammoniac est dissous en solution aqueuse, on appelle ça une solution d'ammoniac QUE. Le même atome sur lequel on a, la même molécule sur lequel on a un atome d'hydrogène et une charge positive, donc c'est un ion, c'est l'ion NH4+, c'est l'ion ammonium. Ici, 1, 2 carbone, c'est une base éthane sur lequel on a une fonction NHH, une fonction amine, c'est l'éthane amine. Ici, 1, 2 carbone, c'est toujours l'équivalent d'une éthane amine, sauf que on a un hydrogène et une charge positive supplémentaire. C'est ce qu'on va appeler l'ion éthylammonium. Ça ressemble à l'ion ammonium, simplement on a substitué un hydrogène par un groupe éthyle. C'est l'ion éthylammonium. Et puis cette molécule, avec ses 3 carbones, c'est donc base propane, sur lequel on a, sur le carbone numéro 2, la fonction amine. C'est donc le propane 2-amine. Ici, 1, 2,
un groupe éthyle qui est porté par l'azote, un groupe méthyle qui est porté par l'azote. C'est ce qu'on appelle l'éthyle, méthyle, amine. Dans l'ordre alphabétique, groupe éthyle, groupe méthyle, amine. Et puis ici, on a toujours une fonction amine, mais qui porte cette fois-ci 1, 2, 3 groupes méthyle. C'est la triméthyle amine. Tiens, on peut remarquer que ces deux molécules, bien qu'étant différentes, ont strictement la même formule brute. Vous vous souvenez que dans ce cas-là, ces molécules sont dites isomères. Isomères, ça concerne les molécules, à ne pas confondre avec les isotopes qui correspondent aux atomes. Ici, on retrouve une fonction CON, qui est la fonction amide, avec 1, 2 carbone, base éthane, c'est l'éthanamide. Ici, on retrouve la fonction CON, c'est l'éthane, c'est aussi une amide, mais sur lequel on a un groupe méthyle porté par l'azote. Eh bien, pour signaler que c'est l'azote qui porte le groupe méthyle, on dit que c'est un N-méthyle, et pour le reste, ça reste l'éthanamide. Et ici, l'azote porte un groupe méthyle, deux groupes méthyle, et ici on a un seul carbone qui porte la fonction amide, c'est donc une méthanamide, et l'atome d'azote porte 2 méthyle, c'est un NN diméthyle méthanamide. Un autre type de spectroscopie auquel on va s'intéresser dans ce programme, c'est la spectroscopie RMN, résonance magnétique nucléaire, du proton. Alors, cet appareil, on appelle ça un spectromètre de résonance magnétique nucléaire. L'essentiel de l'appareil est constitué d'un aimant de très forte puissance, 21 Tesla, alors que je vous rappelle que l'intensité du champ magnétique terrestre est aux alentours 50 microtesla. Donc c'est vraiment un champ magnétique d'intensité très forte et qui permet au proton. Alors qu'est-ce que c'est que le proton ? Dans la nature, on ne trouve pas des protons tout seuls comme ça, sauf dans une situation qui est le noyau de l'atome d'hydrogène. Donc on peut dire proton ou on peut dire noyau d'hydrogène. Eh bien à ce moment-là, lorsqu'on place ces noyaux d'hydrogène, ces protons dans ce champ magnétique très important, eh bien il y a une résonance qui se met en œuvre aux alentours de 900 MHz. Et selon l'environnement du proton, selon les atomes qui vont l'entourer, eh bien cette fréquence de résonance peut varier de quelques parties par million, c'est-à-dire très faiblement, mais c'est mesurable. Cette variation de fréquence, qui est mesurée par rapport à un témoin, est appelée le déplacement chimique. Et évidemment, si on a des protons qui ont le même environnement, ils vont résonner avec la même fréquence, avec le même déplacement. On dit que ce sont des protons équivalents. Voilà un exemple de spectre RMN. Vous voyez que en abscisse, on a ce déplacement chimique qui apparaît ici, qui est gradué, et on a des pics qui apparaissent qu'on va devoir interpréter. Et il y a un pic qu'on n'aura pas besoin d'interpréter, TMS, témoin, alors ça veut pas dire témoin, mais peu importe. TMS, ça correspond à l'échantillon témoin. Donc ce pic, on n'a pas besoin de lui trouver de signification. Ici, on a 1, 2, 3, 4 pics à interpréter. Les groupes de protons équivalents correspondent généralement aux groupes d'atomes d'hydrogène qui sont portés par un même carbone. C'est-à-dire que tous les hydrogènes qui sont portés par un même carbone sont équivalents parce qu'ils ont le même environnement. Donc il y a autant de groupes de protons équivalents que de carbone portant au moins un hydrogène. Dans le premier exemple qui se trouve ici, 1, 2, 3 carbones qui portent 1, 2, 3 groupes de protons équivalents. Un groupe de 3 protons ici, un groupe de 2 protons ici et un groupe de 2 protons. Quels sont leurs environnements ? Celui-là est environné d'un CH2 puis un CH2Br. Ceux-là sont environnés d'un côté par un CH3 et de l'autre côté par un CH2Br. Et ceux-là sont environnés par un CH2 puis un CH3. Ils ont donc bien 3 environnements qui sont différents. Attention cependant,
aux molécules qui sont symétriques. Par exemple, cette molécule porte 1, 2, 3 carbones. On pourrait penser qu'elle porte 1 et 2 et 3 groupes de protons équivalents. En réalité, dans cette molécule qui est strictement symétrique, on voit bien que les hydrogènes qui sont ici et les hydrogènes qui sont là ont exactement le même environnement, c'est-à-dire que chacun des hydrogènes ici est lié à un CHBr plus un CH3, et les hydrogènes qui sont ici sont liés à un CHBr plus un CH3. Donc ils ont strictement le même environnement. Donc ils sont strictement équivalents et ne forment qu'un seul groupe de protons équivalents. Donc dans cette molécule, on a un groupe de 6 protons équivalents et un groupe de 1 proton qui se trouve ici. Est-ce que vous seriez capable, sur les molécules qui sont ci-dessous, de préciser quels sont les groupes de protons équivalents? Je vous laisse réfléchir et vous allez pouvoir arrêter la vidéo pour les repérer. Alors ici, eh bien, sur cette molécule, on a un premier groupe, puis un deuxième, puis un troisième groupe de protons équivalents. Sur cette molécule, on a un groupe de 3, un groupe de 2, un groupe de 2. Et sur cette molécule, il ne faut pas se tromper, on a un groupe de 1 proton équivalent et un groupe de 9 protons équivalents, car cette molécule, elle est symétrique, et tous les protons qui sont portés dans ce groupe ont strictement le même environnement. Chacun de ces protons est lié à un carbone, qui est lié lui-même à un OH et à 2 CH3. Donc en fait ici on n'a que 2 groupes. La règle des n plus 1 uplets nous dit que il faut s'intéresser au nombre de protons voisins. Alors un proton voisin, c'est un proton qui est éloigné de 3 liaisons. Par exemple, les atomes d'hydrogène qui sont là sont reliés par une liaison au carbone qui se trouve là, puis là ça fait une deuxième liaison, et on voit bien qu'à 3 liaisons, il n'y a pas d'autres atomes d'hydrogène. Donc eux n'ont pas de voisins. C'est le cas aussi pour les atomes d'hydrogène qui se trouvent là. Par contre, les atomes d'hydrogène qui se trouvent ici sont liés à leur propre carbone, ça fait une liaison, qui est liée à ce deuxième carbone, ça fait 2 liaisons, et à 3 liaisons, on a 2 hydrogènes qui se trouvent ici. Eh bien, les hydrogènes qui sont là ont 2 voisins. Et les hydrogènes qui sont ici ont, eux, 3 voisins. Alors pourquoi compter le nombre de voisins? Eh bien tout simplement parce que le signal va présenter un pic multiple, qu'on appelle un multiplé, et ce pic multiple peut présenter soit un pic, soit 2 pics, alors un singulier, un doublé, un triplé, un quadruplé, un quintuplé. Eh bien ce nombre de pics dépend du nombre de voisins. Et la règle qu'il faut connaître, c'est que lorsqu'on a n voisins, on a n plus 1 pics. Par exemple, tout à l'heure, on avait ici un singulier, ici on a un quadruplé, ici on a un singulier, et ici on a un triplé. Alors il y a un cas particulier, ce sont les liaisons OH et NH. Lorsqu'on a un groupe de protons équivalents qui sont portés par un oxygène ou un azote, ça ne marche pas pareil que lorsque c'est un carbone qui les porte. Les protons de ces atomes d'hydrogène liés à l'azote ou l'oxygène ne se couplent pas, ne résonnent pas avec les autres protons. Il y a 2 conséquences. Il n'est jamais compté comme voisin, donc cet hydrogène-là ne peut pas être un voisin, et quel que soit son environnement et son nombre de voisins, il apparaîtra toujours comme un singulier. Voilà pour ce cas particulier. Alors regardons ces molécules. On a identifié tout à l'heure le nombre de groupes de protons équivalents. Est-ce que vous seriez capable de compléter ce tableau et d'indiquer le nombre de voisins et donc la multiplicité du pic? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour compléter le tableau. Le groupe A n'a pas de voisins. 1, 2, 3, il n'y a pas d'atome d'hydrogène. Donc, eh bien, 0 voisin, 0 plus 1, ça fait 1, on aura un singulier. Pour le groupe B qui se trouve ici, on est dans le cas d'une situation particulière. C'est le groupe NH qui compte pas pour un voisin et qui présentera toujours un singulier. C, les 3 hydrogènes qui se trouvent là n'ont pas non plus de voisins, parce qu'on est toujours dans le cas particulier du groupe NH qui compte pour rien.
Donc on aura aussi un singulier pour C. Pour D, on a ici les 3 atomes d'hydrogène qui sont à 1, 2, 3 atomes de 1, 2, 3 liaisons de 2 atomes d'hydrogène. Donc ils ont 2 voisins. Donc D a 2 voisins, il va présenter un triplet. E, les deux hydrogènes de E ont 1, 2, 3 voisins. Autrement dit, ils vont présenter un quadruplet. F, c'est le cas particulier de la liaison NH. Donc ça ne compte pas comme voisin, et ça peut toujours présenter un singulier. G, les 9 protons qui sont ici n'ont pas de voisins, car c'est un cas particulier. Donc eh bien, ils vont présenter un singulier. Et H, c'est le cas particulier OH, on va présenter aussi un singulier. Alors reprenons cet exemple où on a cette molécule, le 2-méthylbute-1N, qui se trouve ici. On demande de relier chacun des multiplés aux protons correspondants, au groupe de protons équivalents correspondants. Alors une petite indication, c'est que on a un nombre ici, en haut des pics, qui indique le nombre de protons qui est concerné, le nombre de protons du groupe. Alors je vous laisse réfléchir, vous pouvez mettre sur pause. Alors comment trouver la solution? Quels sont les groupes correspondants? Ici on en a un premier, un deuxième, un troisième et un quatrième. 1, 2, 3, 4 groupes de protons équivalents. Ça tombe bien puisqu'on a 1, 2, 3 et 4 pics. Donc à chaque groupe correspond un pic. Les 2 atomes d'hydrogène qui sont là n'ont pas de voisins, à 3 carbones, à 3 liaisons. Donc s'ils n'ont pas de voisins, ils doivent présenter un singulier. On a 2 singuliers. On a celui-ci et celui-ci. Comment les différencier? Eh bien on nous dit que ce singulier qui est ici concerne 2 protons, alors que celui-ci concerne un groupe de 3 protons. Donc ça veut dire que les 2 atomes d'hydrogène qui sont là, le groupe qui est là, correspond au pic qui se trouve ici. De la même façon ici, les 3 hydrogènes n'ont pas de voisins. Donc ils doivent correspondre à un singulier. Eh bien ce groupe de protons équivalents devrait correspondre à ce pic. Le groupe qui est ici, avec ses 2 protons, a lui 3 voisins. Donc s'il a 3 voisins, c'est qu'il doit présenter un quadruplé. Et effectivement, on a un quadruplé qui est ici et qui concerne 2 protons. Enfin, le groupe qui est là, avec ses 3 protons, lui a 2 voisins. Donc il devrait présenter un triplet. C'est bien le cas, c'est ce qu'on a ici. Donc voilà la solution. Alors au lieu d'indiquer le nombre de protons en haut de chaque pic, on peut aussi avoir un enregistrement supplémentaire qui s'appelle la courbe d'intégration, qui est ici représentée en rouge. Et cette courbe d'intégration, elle part de 0, et à chaque fois qu'on a un pic, elle va indiquer le nombre de protons qui est concerné par ce pic. Donc ici il y en a 2, et puis ici j'en ai 2 nouveaux, et puis ici j'en ai 3, et ici j'en ai 3 nouveaux, sur un total de 10 protons. La graduation peut apparaître, elle peut aussi ne pas apparaître, c'est-à-dire que c'est à vous de penser que là ça concerne 2, puis 2, puis 3, parce que eh bien ces pics là, ces marches, elles sont proportionnelles au nombre de protons. Alors on peut aussi exploiter le spectre RMN avec un tableau de données qui permettent de retrouver, en fonction de la position du pic, de son déplacement, qui permettent de retrouver un environnement particulier pour ces protons. Voilà, et bien c'est terminé pour ce cours, merci de votre attention.